divers sujets de relations internationales. Regard sur la diplomatie vous propose aussi une chronique et la revue de presse internationale. Regard sur la diplomatie, c'est tous les jeudis entre 18h30 et 20h30 minutes. Une présentation de Yves Modeste Ngué. Dites à vos pays que le Cameroun souhaite nouer avec tous, sans réticence ni exclusive, des liens solides d'amitié et de confiance. Notre place nous attend. Il nous tarde de la rejoindre afin de prouver à tous, ceux qui nous ont témoigné leur amitié, que nos actes seront à la mesure de leur confiance. Nous saurons, dans l'enthousiasme, bâtir une nation dont nos enfants seront fiers et qui, dans le monde, marquera sa place sous le triple signe de notre devise nationale. Il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation. Vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Le corps diplomatique met beaucoup d'espoir dans les recommandations issues de ce dialogue et salue le début de leur mise en œuvre effective. Notre pays est une capitale de la diplomatie dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le Cameroun bénéficie donc d'une bonne image de la confiance de ses partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Nous n'avons pas de coopération militaire avec le Cameroun, contrairement par exemple à ce que nous avons avec la RDC ou même avec le Gabon et la RCA. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous sommes dans une crise qui est plus jeune. Donc nous avons proposé notre assistance en termes d'expérience, de vie et de coexistence des communautés. On n'avait pas pensé avoir affaire à une menace de type terroriste ou asymétrique pour pouvoir maintenant réadapter nos forces. On pourra dire que ces nouvelles menaces ont frappé le dispositif de veille camerounais. Docteur Franck Gogo, j'ai un problème quand même qui est fondamental, c'est le chevauchement, n'est-ce pas, des trajectoires. Parce que l'Union africaine a reconnu que l'intégration doit se faire au niveau des sous-régions. Donc finalement, moi j'ai peur que les États soient essoufflés parce qu'il y a un engagement qui est demandé au niveau des serres qui ont été reconnus, mais également des efforts qui sont demandés pour faire marcher l'Union africaine. Créé en octobre 1983 des cendres de l'UDEAC et suite au plan d'action de Lagos en 1980, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont l'objectif est développement social, économique et culturel, est engagée dans une série de réformes dont le clou a été acté la semaine dernière lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution. Que retenir donc de cette réforme de la CEAC? La préoccupation nous intéresse ce soir, alors même que le Cameroun s'en est sorti auréolé dans les nouveaux organes dirigeants du gouvernement communautaire New Look.
Facebook. Regard sur la diplomatie ce soir est une mise en onde des cadrages vidéo d'Ulrich Kemoué, régie d'antenne Carole Prudence Sientieux, coordination éditoriale Bertrand Ouna, coordination centrale Roger Kiek, supervision générale Révérend Pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Yves Modeste Ngué, c'est mon nom. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Rosaline on the track. My shepherd, I did treat my enemies, he did keep me from trouble. Baba, I'll be thinking for God, I never fail. Jehovah by my side. Baba, Yaman, aussi charismatique c'est moi. Lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les avantages deviennent des inconvénients. Même les obstacles deviennent des avantages. Ne te laisse pas intimider, man. Ne baisse pas les bras. Il cause le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Never, never, never. Viens non. Oh yeah. Ils ont dit que je ne vais jamais réussir. Grâce à lui, je suis le lampadaire de ma famille. Ils ont chacalisé mon système. Mais mon rêve s'est réalisé, m'amène. Ne te laisse pas intimider. Ton avenir illuminé. Dieu est l'architecte de ta réussite, ma mère. Mais c'est toi qui détiens les plans. You the picking for God. I'll be picking for God, yeah. For God, yeah. I'll be picking for God, yeah. For God, yeah. I'll be picking for God, yeah. For God, yeah. Children of success, God bless them. Fire upon Babylon, young man. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Yahweh. Baba, I know the fear, Daddy, I know the fear, because you're there with me, more than any enemy. Quand tu es avec moi, Baba, more than any enemy. I'll be waiting for God, yeah. I won't fail. Jehovah by my side. Baba, I'll be waiting for God, yeah. I won't fail. Jehovah by my side. Baba, I'll be waiting for God, yeah. I won't fail. Jehovah by my side. Baba, I'll be waiting for God, yeah. I won't fail. Jehovah by my side. Baba, I never fail, I never ever fail. No matter what you pass through for life, I still thank God. Like the rain that did one day. Jah is not the last enemy. He is the one. Never you give up. In the name of Jesus. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Royal FM. Mesdames, Messieurs, ces regards sur la diplomatie 88.4, ça se passe ici. Vous pouvez aussi nous regarder sur Facebook à l'adresse Royal FM, un nom ou espace Cameroun. Royal FM, espace Cameroun. Vous nous regardez en direct de Facebook. Fabrice Nemi, bonsoir. Bonsoir Imodeste, bonsoir à vos chers fidèles auditeurs de la Royal FM.
Et bonsoir également à toute l'équipe technique qui encadre cette émission. Très bien, Fabrice Nemi, qui est chercheur en histoire de relations internationales, aussi en relations internationales. Il est un consultant de ce programme. Bienvenue Fabrice, c'est vrai que vous avez l'air fatigué ce soir. J'espère que tout va bien et que ça ira. On essaiera des tenus locaux. D'accord. Alors, nous avons en ligne Zachary Roger Mbarga. Il n'est pas dans la ville, il est dans une autre ville, mais qu'il est en ligne et il sera avec nous tout le long de cette émission. Zachary Roger Mbarga, il est expert des questions d'intégration et spécialiste également de l'Afrique centrale. Zachary, bonsoir. Bonsoir Yves Modeste. Bonsoir à mon frère copanéliste Fabrice Nemi. Bonsoir à vos auditeurs et aux internautes qui vous écoutent sur les différentes plateformes sociales. Très bien, Zachary. Merci. Restez, soyez avec nous. Fabrice Nemi, déjà avec vous, je voudrais qu'on prenne cette actualité du côté de la Côte d'Ivoire. C'est un discours très attendu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, celui du président Alassane Ouattara. Peut-être avant celui-là, il y a quand même aussi ce fait au Liban. Il y a cette actualité au Liban avec la grosse incendie. Je parlerai même des explosions. Vous les avez écoutées. Le bilan ne fait que s'alourdir. On a dépassé les 100 morts et des milliers de blessés. Une analyse ou alors déjà un commentaire sur ce qui se passe à Beyrouth. Déjà, nous adressons nos sincères condoléances à tout le peuple libanais qui vit cette tragédie. Et c'est vrai que lorsque nous avons eu à voir les images qui nous étaient transmises par les différentes télévisions, personnellement, on aurait dû croire qu'on se croirait là dans une scène cinématographique hollywoodienne. Car il est parfois très regrettable et très rare que de tels scénarios parviennent à se réaliser dans un cadre réel. Donc les images qui nous ont été relayées sont vraiment très tristes. On a du mal à croire, mais c'est vrai. On a vu toute une ville libanaise, Beyrouth précisément, être dévastée par des explosifs au port qui était contenu dans un embargo au port. Donc c'est tout simplement très regrettable que nous puissions assister à ce genre de tragédie. Il faudrait que le pays, du moins toutes les infrastructures industrielles se mettent davantage en alerte de telle sorte que de telles tragédies ne puissent plus survenir. Car on se rend compte que c'est tout simplement quelques explosifs qui étaient embarqués dans un lieu très sûr qui ont été détonés et qui ont créé cette tragédie-là. Zachary Roger, c'est vrai que les enquêtes sont en cours, déjà comme la recherche encore dans les décombres. On ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé, mais est-ce qu'on pourrait croire en une main criminelle? Bon, déjà, je pense qu'on peut tous s'accorder sur une même préoccupation. Pourquoi est-ce que le Liban en vient à devenir une poudrière à ciel ouvert? Pourquoi est-ce que au centre-ville, imaginez Yaoundé, en plein centre-ville, il y a un entrepôt ou alors une sorte d'enclos à conditionnement d'un produit aussi explosif qu'est le nitrate d'ammonium. Donc, je pense que ça pose quand même un certain nombre d'interrogations qui devraient quand même poser le niveau de sécurité qu'on accorde et le niveau de planification, d'urbanisation que les autorités du Liban mettent en opérationnalisation dans le cadre de leur gouvernance urbaine chez eux. Bon, en plus, vous savez, des pays comme le Liban qui sortent d'une période d'instabilité et de fragilité assez longue
nous rappelle un peu parfois nos pays africains. Des pays où il y a une certaine un certain omerta, j'ai envie de dire, pour ce qui est des questions de sécurité. C'est vrai que les questions de sécurité ne sont pas des questions publiques. Forcément, ne sont pas des questions dans lesquelles le droit de regard est toujours la chose la mieux partagée. Mais au moins, après une hécatombe comme celle-là, il y a matière à s'interroger dans le sens où il faut quand même assurer un minimum de sécurité pour les citoyens. On va, bien entendu, exprimer tout notre désarroi, toute notre désolation à l'endroit des citoyens du Liban qui ont perdu une personne ou alors qui ont été grièvement blessés dans le cadre de cet incident. On préfère le dire avant que ce ne soit considéré comme un incident et voir dans quelle mesure il y aurait une main criminelle, une responsabilité criminelle qui aurait contribué à provoquer cette situation. Mais pour répondre précisément à votre question, je dirais, faisons peut-être confiance déjà à l'enquête. C'est vrai que vous allez me dire, comme le disent souvent certains spécialistes de la théorie du complot, pourquoi de manière immédiate et unanime il y a cette aide internationale qui se déploie. Justement. Eh bien moi aussi, je dirais, je crois que, enfin, on peut se dire que l'enquête sera sincère, sera responsable et nous permettra d'en savoir un peu plus. Alors, Fabrice Némi, c'est vrai qu'il l'a déjà évoqué, il y a quand même cette solidarité autour de l'incident qui s'est déroulé du côté du Liban, comme si on s'attendait. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron s'y est rendu. Est-ce que, ou alors, quelle analyse, comment comprendre cette solidarité soudaine? Déjà, c'est une solidarité internationale qui est tout à fait légitime. Même si en relation internationale, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts à promouvoir et à rechercher. Déjà, on annonce déjà l'aide internationale, l'aide humanitaire internationale. Bien évidemment, c'est vrai que certains pays se sont démarqués dans ce sillage, notamment la France et même chose curieuse, un ennemi régional qu'est Israël. On connaît bien les relations qui existent entre Israël et le Liban, précisément avec le Hezbollah. Donc on se rend bien compte que c'est tout simplement des pays qui essaient de se positionner sur le théâtre libanais en vue non d'abord de venir en aide à un pays, un partenaire bilatéral, mais également pour se projeter dans la conquête, la recherche des marchés de construction de ces pays-là. D'autant plus qu'il y a de nombreux enjeux économiques au Liban, notamment sur les ressources naturelles dont dispose ce pays. C'est la raison pour laquelle la France s'est rapidement démarqué dans ce sillage-là, même si certains États sont encore réticents à apporter cette aide-là. Donc déjà, c'est une aide qui est salutaire, salvatrice pour le peuple libanais, mais le plus important sera de reconstruire le pays qui vit ces derniers temps une hécatombe. Nous dirons tout simplement une hécatombe n'était jamais arrivé au Liban jusque-là. Alors, Fabrice Némi, allons directement donc en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara doit se prononcer tout à l'heure devant la nation. Aujourd'hui, c'est le 6 août. C'est un discours traditionnel, généralement fait la veille de la fête de l'indépendance, qui se célèbre demain. Alors, Fabrice Némi, c'est un discours, on dirait, stratégique, un discours de toutes les attentes. Et vous pensez que le président Ouattara pourrait quand même surprendre aujourd'hui en ce qui concerne sa candidature à la prochaine élection? Il y a deux hypothèses. Déjà, la première hypothèse, c'est que, comme vous avez eu à le préciser, c'est un discours traditionnel qui intervient la veille de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Et il est un peu difficile que le président de la République puisse se prononcer dans ce cadre normatif des choses, d'autant plus que
cela concerne des affaires politiques et qui ne concernent pas toujours l'avenir de la nation. Maintenant, la deuxième hypothèse que nous pouvons évoquer est celle relative au temps qu'il avait eu à faire prévaloir il y a quelques jours, notamment la semaine dernière, lorsqu'il disait qu'on lui donne encore quelques jours afin de se prononcer sur son éventuelle candidature ou pas. Donc voilà déjà les... Il avait dit qu'il répondra à ses partisans et aussi à la nation. Oui, bien évidemment à ses partisans, mais aussi à la nation. Bon, maintenant, est-ce que le termine si à cette annonce, oui et non, compte au regard de ce que nous venons de relever, mais nous disons tout simplement que cette candidature fera, si elle est annoncée, fera davantage couler beaucoup d'encre de salive en Côte d'Ivoire et sur la scène continentale africaine, compte tenu du fait que les élections en Côte d'Ivoire, de manière générale, ne se sont jamais déroulées jusque-là dans un cadre paisible. Il y a toujours eu des vives tensions sociopolitiques sur les différentes candidatures des uns et des autres, des protagonistes. C'est vrai qu'il y a quand même l'opposition qui estime que la loi ne permet pas au président sortant de se représenter. Oui, comme il est de coutume en Afrique, on observe des chefs d'État qui, pour briguer d'éventuels mandats, usent toujours du mécanisme usuel, c'est-à-dire de gommer la Constitution afin de pouvoir se représenter une fois de plus à des prochaines échéances. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, on constate tout simplement qu'il y a une révision constitutionnelle en 2015 qui a été adoptée en 2016. Et il y a deux courants qui s'affrontent face à cette révision constitutionnelle. D'abord, ceux qui estiment qu'au vu de ces révisions, qui prévoient notamment la limitation à 2, le nombre de mandats. Merci pour cette précision, la limitation des mandats à 2. Estime que en 2016, les compteurs ont été revus à zéro. Donc, le président Alassane Ouattara pourrait légalement et légitimement se représenter. Il y a une autre tendance maintenant qui évoque le fait que cette constitution qui a été adoptée en 2016 est déjà effective. Donc, dont elle prend en compte les deux mandats du président Alassane Ouattara. Donc voilà un peu les différents scénarios qui se posent face à cette éventuelle candidature au regard du droit constitutionnel ivoirien. Et à vous, Zachary Roger Mbarga, est-ce que le président Ouattara peut quand même contourner, si on peut le dire ainsi, la loi pour se représenter? C'est vrai que ce n'était pas prévu. Il y a Amadou Gon Coulibaly qui devrait le faire, mais le décès a surpris tout le monde avec la mort du Premier ministre. Et aujourd'hui, les partisans du parti au pouvoir veulent que le président Ouattara revienne aux affaires. Non, Yves Modeste, je pense que je suis parmi les citoyens du continent africain qui sont le moins surpris par ce scénario à la Titanic qui se déroule en Côte d'Ivoire. Je pense que pour tout observateur averti ou de tout observateur studieux de la politique telle qu'elle se déroule dans les entités nationales en Afrique, on conclurait de manière prosaïque que c'est un bis repetita qu'on a vu ailleurs. Le président Chirac, lorsqu'il quitte la présidence française en 2007, il dit lui également qu'il aurait pu se présenter, puisqu'il a fait un premier mandat de 7 ans, autant pour moi. Il y a eu la révision constitutionnelle, et puis il a fait un deuxième mandat de 5 ans. Lui, quand il quitte la présidence française, il dit qu'il aurait pu se présenter à nouveau. Quand il quitte la présidence en France, il est populaire, et l'opinion n'aurait pas été un frein considérable à ce qui pose sa candidature. Vous m'aurez donc permis ce grand écart pour dire que techniquement, comme le président orateur le dit, les spécialistes, on les appelle les spécialistes en droit constitutionnel, vont vous dire que dans un sens, le président
président Alassane Dramane Ouattara aurait peut se représenter. Mais dans un autre sens, lorsqu'on invoque les principes, puisqu'on n'est vraiment pas dans le droit, lorsqu'on invoque les principes de démocratie, on se rend compte qu'il a effectivement fait 2 mandats et que tout renouvellement de la Constitution ne pourrait pas opérer une sorte de remise des compteurs à zéro pour emprunter l'expression de M. Némi Fabrice. Donc, et puis connaissant maintenant le toilettage qui a été fait par le président de la République de Côte d'Ivoire pour assurer une certaine non-rivalité dans l'espace politique. Je pense qu'on peut se dire clairement que tous les voyants sont ouverts pour qu'ils puissent à la fois se présenter et briguer un 3e mandat. D'autres indicateurs sont la nomination ou alors la confirmation de M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre actuel, parmi les fidèles, comme Premier ministre et en plus qui occupe le portefeuille de la défense. C'est tout dit. Je parlais de scénario à la Titanic simplement parce que le président Alassane Ouattara ne s'interdit rien. Il ne s'interdit rien dans ce sens que il a déjà eu à surprendre plusieurs fois. Il a exprimé également qu'il avait encore les capacités nécessaires pour exercer. Mais il a également dit clairement qu'il souhaitait laisser la place à une nouvelle génération. Vous me direz peut-être ce sont des annonces de politiciens ou d'hommes politiques. Mais je pense qu'il ne s'interdit rien et qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Dans un cas comme dans l'autre, ce serait une surprise pour certains et une surprise également pour d'autres. Tout dépend du camp dans lequel on se trouve. Alors, Fabrice Némi, pourquoi donc refuser, par exemple, ou alors avoir décidé de supprimer de la liste électorale Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? On a vu, c'est vrai que c'est aussi une candidature qui se dessinait jusqu'ici, ou alors qui se dessine toujours. Laurent Gbagbo avec le FPI. Il y a aussi d'autres ténors de la politique ivoirienne qui ont annoncé leur candidature. Quand Zachary dit aujourd'hui être peut-être à 80% certain que si le président Ouattara dépose une candidature, c'est probablement une réélection. Et il y a Pascal Affi-N'Guessan, il y a l'ancien président aussi, voilà, Gbagbo qui gesticule, ou alors qui aussi s'annonce d'une certaine manière, mais son nom ne figure plus dans la liste électorale. Oui, déjà, ce sont des signes prémonitoires qui laissent présager qu'il y aura une éventuelle candidature confirmée du président Alassane Dramane Ouattara. Mais en tant qu'observateur de la scène politique africaine, c'est tout simplement regrettable, déplorable et lamentable que l'on observe toujours de tels mécanismes pour pouvoir mettre hors jeu certains candidats dans la course présidentielle. Et lorsqu'on observe la scène politique ivoirienne, c'est tout simplement une répétition de tout ce qui a déjà été connu ou bien vécu dans les années antérieures. On observe tout simplement une dichotomie entre les différents acteurs de la scène politique ivoirienne, notamment Henri Konan Bédié qui annonce sa candidature, Alassane Dramane Ouattara qui joue un peu au chat et à la souris avec le peuple ivoirien. On ne sait pas exactement à quel jeu il se lance. On observe également l'ancien Premier ministre ou président de l'Assemblée, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a également annoncé sa candidature. Même s'il n'est pas sur place. Même s'il n'est pas sur place. On observe également Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui souhaite également participer au jeu politique puisqu'il a eu à faire une demande
de passeport pour rentrer au pays. Mais jusque-là, la demande n'a pas eu de réponse favorable jusqu'ici. On observe également même d'autres acteurs qui essaient de se positionner, notamment même au sein du FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, notamment avec son ancien proche et collaborateur. Qui a créé une autre faction d'ailleurs du FPI. Oui, une autre faction du FPI, on les appelle communément les AFEDI, c'est-à-dire parce qu'après après 2011, il y a une scission du FPI. Il y a eu les AFEDI, c'est-à-dire la branche légale du FPI tenue par Pascal Amphi-Guessant. Il y a maintenant une autre branche qui est née, c'est-à-dire les fervents du référé de l'ancien président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire on les appelle les GOR, c'est-à-dire Gbagbo ou rien. Pour eux, ce n'est que Gbagbo qui puisse diriger le parti et se représenter sur la scène politique ivoirienne. On observe même une certaine dissidence au sein du RHDP, notamment avec la candidature de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, qui a également annoncé sa candidature pour la présidentielle. Donc, on regarde toutes ces candidatures. Il sera très difficile pour le peuple ivoirien de pouvoir choisir un leader consensuel qui pourra mener une fois de plus le pays pour les 5 prochaines années. Mais compte tenu du fait qu'en Afrique, celui qui dirige le pouvoir a toutes les faveurs de l'appareil politico-administratif, on se rendrait compte que... Fabrice Némi, est-ce que le scrutin qui s'annonce en octobre en Côte d'Ivoire sera peut-être semblable à celui de 2010 ? Il est très difficile qu'il soit semblable à celui de 2010 parce que le peuple ivoirien ne voudrait plus revivre cette tragédie qu'il a eu à traverser autant pour nous en 2010 notamment, avec les violences sociopolitiques, les conflits armés qu'on a observés dans le pays. Donc il est très difficile que ces scénarios-là puissent encore se répéter. Mais le scénario qui est le plus probable, et comme dans la plupart des pays, c'est qu'il y a bien évidemment élection dans un contexte d'échauffement et qu'il y a proclamation du vainqueur et avec des contestations comme cela est le cas dans la plupart des pays africains. Donc voilà le scénario le plus probable. Le scénario à la violence politique est un peu à mettre à balayer du revers de la main parce que le peuple ivoirien ne voudrait plus descendre à la rue afin de couler le sang. Même la communauté internationale, entre guillemets, même si on n'arrive pas toujours à la dessiner jusqu'aujourd'hui, n'accepterait pas qu'un tel scénario puisse encore se produire en Côte d'Ivoire. Autour de tout ceci, Zachary Roger Mbarga, il y a aussi des contestations qui se lèvent sur le fichier électoral. Est-ce qu'on pourrait voir demain ou après-demain un report de cette élection prévue en octobre? Un report, je pense, de mon point de vue, on parlerait d'une hypothèse mineure. Ce serait, enfin, à l'heure actuelle, c'est un scénario mineur. Simplement parce que dans le trésor de guerre du président Alassane Ouattara, il s'est assuré, je parlais de toilettage tout à l'heure, il s'est assuré que l'essentiel de l'établissement politique de Côte d'Ivoire lui soit acquis. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans le sens du toilettage que il ne s'interdit rien. Ce qui veut dire que même dans le sens où il ne se représenterait pas, il saurait que ce qu'on peut, avec beaucoup d'enthousiasme, qualifier de transition, c'est-à-dire un deuxième dauphin après le défunt Amadou Coulibaly, paix à son âme, soit assuré de remporter la victoire à cette élection présidentielle. Parce que en matière de rapport de force, il n'y a pas une force constituée qui lui ferait barrage. Même si aujourd'hui on a appris que le PDCI et le FPI étaient en train d'étudier des modalités d'un partenariat politique. Il ne faut pas être ambitieux à parler de coalition pour le moment, d'un partenariat politique. Mais
que ce soit dans le politique, dans le judiciaire, dans le législatif, et les cartes politiques, si on prend les conseils régionaux, si on prend les conseils municipaux, je pense que le RHDP s'est assuré un certain déploiement politique de manière à contrôler le territoire politiquement et même militairement désormais. Donc à partir de ce moment, même au niveau de l'organisateur des échéances électorales, la CEI, on se rend également compte qu'elle aussi a, dans le cadre de sa réforme, n'a pas beaucoup, enfin, on peut le dire ainsi, dans une certaine mesure, n'a pas beaucoup pris en compte certaines propositions de l'opposition et de la société civile. On a dit qu'il n'y avait pas une représentation optimale de la société civile et de l'opposition, mais l'argument qui revenait toujours et qu'on peut constater, c'est que les forces autres que celles ayant le pouvoir, c'est-à-dire l'opposition et la société civile, étaient d'une certaine manière représentées au sein de la CEI, mais pas dans le sens de constituer un bloc dans cette institution. Donc à partir de ce moment, on peut se dire c'est un scénario mineur de penser que l'élection pourrait être renvoyée. Mais en tant que le point de vue citoyen que je donnerais, c'est que une fois de plus, dans un pays africain dont on connaît le potentiel brut, on se rend compte que ce serait une occasion manquée d'aller dans la projection pour installer le dividende démographique comme modèle, structure, fondement du développement ou du décollage économique de ce pays, la Côte d'Ivoire, que j'aime moi particulièrement. Pourquoi? Parce que la pandémie mondiale du coronavirus nous a fait encore admettre une leçon, c'est que la poignée de dirigeants qui gouvernent nos pays africains appartient au tiers de la population africaine. Et si l'Afrique a mieux résisté à cette crise, c'est parce qu'elle a d'abord une population majoritairement, je dirais même à une majorité écrasante, une population jeune. Ce serait donc une occasion manquée de passer le pouvoir à une nouvelle génération en Côte d'Ivoire. Les présidents de la République qui se sont jusqu'ici succédés en Côte d'Ivoire ont été des collaborateurs du défunt président Houphouët-Boigny. Oui. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas connu des présidents d'une certaine génération, qui voient les choses d'une certaine manière. Cette génération qui porte le pays, qui fait sa croissance, qui fait sa productivité. C'est un problème réel pour nos pays africains, pour nous les pays francophones davantage. Et j'ai peur que ce soit une occasion manquée et que la transition, le moment venu, soit difficile. Et on risque de se retrouver dans un conflit de génération perpétuel qui bloquerait les canaux de transmission de l'énergie nécessaire pour engager des transformations structurelles des pays, des transformations structurelles des économies. Et ce serait un problème à long terme. Ça, c'est le point de vue citoyen que je voudrais faire valoir au-delà des scénarios politiques qui se dessinent dans le cadre des enjeux de cette troisième et quatrième trimestre 2020 en Côte d'Ivoire. Très bien, merci Zachary Roger Mbarga. On va souffler et revenir pour parler de notre thématique centrale.
Ces regards sur la diplomatie à 88.4, tout se passe ici. Alors Fabrice Némi, on va parler maintenant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Déjà avec Zachary Roger Barga d'abord. Zachary, parlez-nous un peu de l'organe en lui-même, la CEAC, ses objectifs et membres. Tenter d'être concis et précis. Oui, allons-y. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la CER, la communauté économique régionale de l'Afrique centrale, c'est-à-dire dans le processus d'intégration continentale, c'est la CER reconnue par l'Union africaine pour animer, conduire, programmer, concevoir l'intégration en Afrique centrale. C'est une communauté qui, créée en 1984, est entrée dans une zone de léthargie depuis les années 90, du fait de c'est-à-dire, les États se sont recentrés un peu sur leurs problématiques, sur leurs priorités, autant pour moi, sur leurs défis. Il y a eu une succession de conflits qui ne s'est toujours pas éteinte dans la sous-région. Et ça a plongé la CEAC dans une léthargie, dans une quasi mise en sommeil. Et cette institution ne s'est pas effectivement fait ressentir dans la conduite du processus d'intégration. Aux chiffres, lorsqu'on mesure l'intégration régionale, on a toujours tendance à faire recours aux échanges intra-régionaux. En fin 2019, espace CEAC, espace Afrique centrale, dans lequel la CEAC a compétence, on était à moins de 1%, 0,8%. Les marchandises, les hommes ne circulent pas, il n'y a pas une mise effective en opérationnalisation de tout ce qui est mesures, directives, règlements, actes additionnels pour ouvrir les barrières et permettre aux citoyens de circuler. Donc, même le défi le plus présent et le plus interpellateur qu'est la sécurité est davantage pris en compte par des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Parce que la brigade régionale de la force africaine en attente que devrait dynamiser la CEAC, de même que son mécanisme d'alerte rapide, le MARAC, et même le COPAX, qui est son conseil de paix et de sécurité, ont souvent eu des rencontres, mais n'ont pas pu traduire cela en force dissuasive de maintien de la paix sur le terrain. Malgré les contributions des partenaires tels que l'Union européenne, la France, il y a toujours eu recours aux forces, aux opérations de maintien de la paix ponctuelles, comme en RCA dans un premier temps, autour du bassin du lac Tchad dans un second temps et dans d'autres pays. Donc, au demeurant, la CEAC est une institution qui a connu une mise en sommeil pendant de longues années, mais à la faveur d'un certain nombre de dossiers, on a connu un réveil, on va le dire ainsi. On peut par exemple parler du lead de la CEAC dans l'interconnexion entre Brazzaville et Kinshasa, entre le Congo démocratique et le Congo Brazzaville, par un pont route rail. Et également la construction de ce qu'on peut appeler la façade est de l'Afrique centrale. C'est-à-dire un corridor qui va relier le Tchad, la Centrafrique et le Congo à partir de Ouesso, et qui aura une chute en République centrafricaine. Le dire ainsi, du point de vue du tracé, c'est parfois simpliste. Mais lorsqu'on étudie les données, on se rend compte que ce corridor qui est appelé corridor 13 va modifier l'ordre géoéconomique, géopolitique et géostratégique de l'Afrique centrale. En ce sens que il va notamment mieux le connecter à l'Afrique du Nord, à l'Afrique de l'Est
et à l'Afrique australe et permettre à ce qu'il y ait une dynamisation des échanges et une capacité de mobilisation et d'atteinte de certains pays un peu plus rapide. Mais pour un citoyen camerounais, il y a également le risque, pas la menace, le risque que le port de Douala, qui jouait le rôle de thermomètre géopolitique et géoéconomique des échanges entre le Cameroun, le Tchad, la RCA, et le connectait à certains pays tels que le Congo, que ce rôle stratégique-là puisse davantage être dilué. Mais on peut, le lead, puisqu'on parle de la CAC, le lead de la CAC dans ce dossier a été très apprécié par plusieurs observateurs, moi particulièrement. Mais le Cameroun y gagne parce que ça a été chapeauté et c'est l'un des bilans les plus marquants de notre compatriote, la Camerounaise Marie-Chantal Mfoula, que nous aurons tout à l'heure. Secrétaire général adjoint de la CAC, est passé commissaire en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Voilà de manière rapide ce que je peux dire de la CAC dans une transition vers la réforme. La réforme, oui. Avant de parler de la réforme, Fabrice Némi, déjà, quels sont les pays impliqués ou concernés par la CUAC? Déjà, à sa création, la CAC en 1983 réunit 11 États de l'Afrique centrale, c'est-à-dire l'Angola, le Cameroun, la RDC, le Congo, le Burundi, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, nous avons cité le Tchad, Sao Tomé et le Congo. Donc voilà à peu près les 11 pays qui réunissent ou bien qui rassemblent la CAC. Et il faut le préciser que c'est une communauté qui est partagée entre plusieurs organisations, notamment la CEMAC, la SADC et la Conférence des États des pays des Grands Lacs. Et comme le précédent orateur a eu à le mentionner, c'est l'organisation économique sous-régionale en Afrique centrale qui a la lourde responsabilité de conduire les politiques d'intégration régionale en Afrique centrale conformément à ce qui était prévu au plan d'action de Lagos. Donc la difficulté qui existe à ce niveau est la multi-appartenance des différences des 11 États membres à diverses organisations que nous venons de citer tout à l'heure. Donc, ça crée comme une confusion. C'est la raison pour laquelle il a donc été difficile que la CAC puisse véritablement atteindre ses objectifs en matière de développement et d'intégration de ces différents États membres. D'où l'urgence et la nécessité de reformer, d'ajuster cette organisation sous-régionale afin qu'elle soit davantage visible sur le plan de la régionalisation en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Et la précédente réforme avait été lancée au cours de la présidence du président Idriss Déby au cours de son mandat de 2009 à 2015, et il avait été chargé et du moins il avait été décidé au cours de la 15e session ordinaire de la CAC tenue en N'Djamena en 2014 que ça serait le président Ali Bongo qui conduirait cette réforme qu'on observe aujourd'hui en 2020. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire de l'appartenance des différents États membres de la CAC, d'où maintenant la question de parler de cette réforme proprement dite. Et pourquoi dans la réforme? Juste parce que vous avez, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, l'organisation peut-être ne répondait plus aux exigences de l'heure? Non, il y a deux difficultés techniques qu'on observe. D'abord, la léthargie qu'on a observée au sein de la CAC au cours de la période 90, notamment 92, 95, qui a fait en sorte que
la CAC soit inopérationnelle sur le champ de l'intégration compte tenu de la forte conflictualité qui existait à cette période. Car, en rappel, à cette période, 7 membres sur les 11 membres de la CAC vivaient des conflits dans leur pays. Donc il était difficile que cette organisation puisse assumer pleinement ses rôles en matière de régionalisation en Afrique centrale. La deuxième difficulté qu'on observe ici est l'appartenance ou bien la mutuelle appartenance de ces États membres à diverses organisations sous-régionales, notamment la CEMAC, la SADC et la Conférence des États des pays des Grands Lacs. Donc ce qui fait en sorte que la CAC s'est un peu retrouvée orpheline de ces États qui ne pouvaient plus répondre aux différentes exigences de cette organisation, notamment sur le plan financier. On observait tout simplement des États qui n'arrivaient pas à répondre financièrement de leurs cotisations. Et on observe donc tout simplement que c'est une organisation, comme la plupart des organisations sous-régionales en Afrique centrale, qui était largement financée par des partenaires extérieurs, notamment la BAD, l'Union africaine et l'Union européenne. Et il était donc très difficile que la CAC puisse encore répondre aux exigences de la régionalisation en Afrique, d'où l'urgence maintenant de la réforme. Très bien. Alors, pourquoi dans la réforme? La question a été posée à Faustin Rogombe, c'est le commissaire général à l'intégration régionale au ministère gabonais des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter. La CAC n'a pas pu relever les défis majeurs pour lesquels elle a été créée. Alors, il a fallu donc l'adapter aux nouveaux défis en matière d'environnement, en matière de règlements climatiques, en matière de terrorisme international, et aussi il fallait l'adapter aux nouvelles exigences actuelles de l'intégration régionale. Mais cette réforme était nécessaire pour l'arrimer à l'Union africaine, qui est l'institution continentale d'intégration régionale, surtout avec la zone de libre-échange continentale dont la mise en œuvre repose essentiellement sur les communautés économiques régionales. Il a fallu donc se projeter pour qu'on ait à terme une communauté économique régionale forte, dynamique et visible, de manière à ce que ces réalisations, ces projets soient concrets au bénéfice des populations, au bénéfice des États membres et au bénéfice de la communauté. Alors, Zachary Roger Mbarga, quel est le rôle de cette réforme? Comme le dit, Monsieur le commissaire Rogombe, que je reconnais très bien, la réforme vise un peu à replacer la CAC dans ses missions, lui permettre d'animer de manière efficiente le processus d'intégration régionale et lui donner, ce qui est très important, le lead à la fois dans la préparation, la défense et la mise en œuvre des politiques d'intégration, mais également le lead dans le sens de porter la sous-région partout où besoin de faire ressentir. C'est-à-dire dans la négociation des partenariats avec les partenaires internationaux, l'Union européenne, la Russie, la négociation des partenariats avec des partenaires techniques et financiers tels que Afreximbank, la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, mais également le fait de dire ou alors de rendre le message d'intégration sous-régionale en Afrique centrale unique au niveau de l'Union africaine. Mais vous savez, bon, au-delà de la distance physique, qui est loin de la CAC, puisque son siège est à Libreville, j'ai la distance critique du modeste chercheur que je suis. Rendez-vous compte, et je salue le défi financier qu'a relevé M. Nemi, rendez-vous compte que une institution qui a eu maille à partir avec la mobilisation des contributions financières des États au travers de la contribution communautaire d'intégration, qui est la taxe de financement de la CEAC, au travers des prélèvements dans les importations des États
d'État dans une structure organisationnelle qui était relativement petite. Comment est-ce qu'on va mobiliser les financements dans une structure qui est maintenant encore plus importante? La réforme voudrait la création d'un parlement communautaire. Elle voudrait le renforcement du tissu institutionnel avec la création de nouvelles directions, de nouveaux services. Le passage de 3 à 4 secrétaires généraux, un secrétaire général principal et 3 secrétaires généraux adjoints, à 7 commissaires dont un président et une vice-présidente, et 5 départements animés chacun par un commissaire. La réforme voudrait également qu'on crée un parlement communautaire de justice, un parlement... Est-ce que c'est un rôle lourd? Est-ce que c'est un rôle lourd alors? Pardon? Est-ce que ce rôle est lourd? Non, je pense simplement que au regard des difficultés qu'il y avait à financer la CEAC lorsqu'elle était relativement petite en termes de tissu organisationnel, comment est-ce qu'on va réussir à transformer cette difficulté de financement en ressources financières disponibles pour animer une CEAC qui est encore plus grande? Je vois. C'est la première distance critique que j'entretiens avec cette réforme. Très bien. En tout cas, cette même question, on va revenir sur le rôle de cette réforme et surtout pourquoi avoir choisi le Gabon pour la piloter. Je vous propose de réécouter encore Faustin Rogombe, qui est le commissaire général à l'intégration régionale au ministère gabonais des Affaires étrangères. Lorsque les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont décidé de la réforme institutionnelle de cette communauté, ils ont confié le leadership à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la communauté. C'est d'abord un rôle politique, un rôle de leadership, dès lors qu'il a consisté à fixer le cap, à conduire cette réforme en ayant pour boussole l'efficacité et la minimisation des coûts à travers la bonne gouvernance. Très bien. Avant de vous revenir, Zachary Roger Mbarga, je voudrais qu'on fasse quand même un tour sur les résolutions, l'ensemble des résolutions trouvées dernièrement lors du sommet, on va dire la 17e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. On vous propose d'écouter le communiqué final. Lecture est faite par son Excellence Ahmad Alimmi, secrétaire général de la CEAC. Communiqué final de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Sur invitation de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est tenu le 30 juillet 2020 par visioconférence la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Y ont pris part son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, son Excellence Jo Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola, son Excellence Evaristo de Espírito Santo Carvalho, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Chief Dr Dion Ngouté, Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Monsieur l'ambassadeur Albert Chirengo, ministre des Affaires étrangères, représentant son Excellence Évariste Ndayishimiye,
président de la République du Burundi, l'ambassadeur Ahmad Al-Lami, secrétaire général de la CAC. Les invités spéciaux ci-après ont également pris part à la cérémonie d'ouverture. M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, M. François Lonsene Fall, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du secrétaire général de la CAC, l'allocution du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, l'allocution du président de la Commission de l'Union africaine et les discours d'ouverture du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence a observé 1 minute de silence en la mémoire de l'ancien président de la République du Burundi, son Excellence Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin 2020, et a reconnu son engagement constant pour l'intégration régionale en Afrique centrale. Elle a félicité son Excellence Évariste Ndayishimiye pour sa brillante élection comme président de la République du Burundi. Abordant les questions inscrites à l'ordre du jour, la conférence a suivi la présentation du rapport du Conseil des ministres et en a pris acte. Elle a donné des directives et orientations appropriées sur certains sujets inscrits à l'ordre du jour. Concernant la réforme institutionnelle de la CAC, la conférence s'est félicitée des avancées dans la mise en œuvre des décisions de la 9e session extraordinaire tenue à Libreville le 18 décembre 2019 relative à la réforme institutionnelle de la CAC. En vue de la poursuite de la mise en œuvre de la dite réforme, la conférence a pris acte de la ratification par 8 États membres du traité révisé de la CAC signé le 18 décembre 2019 à Libreville et s'est félicité de la perspective de son entrée en vigueur prévue le 28 août 2020, conformément aux dispositions pertinentes du dit traité révisé. Féliciter tous les États membres qui ont ratifié le traité révisé de la communauté et encourager les États membres qui ne l'ont pas encore fait à accélérer les procédures en vue de la ratification. Féliciter les États membres qui se sont acquittés de la totalité de leurs arriérés, ainsi que ceux qui ont fait l'effort d'apurer les 40% exigés des arriérés de contribution au financement de la communauté, malgré la conjoncture économique difficile en raison notamment de l'impact de la pandémie de la Covid-19. Elle a encouragé les États membres à poursuivre les efforts afin de solder les arriérés, selon l'échéancier arrêté par la décision numéro 5 CAC CCEG bar 19 bar 20 bar 9 plutôt bar 20 du 19 juin 2020 fixant les modalités de règlement des arriérés de contribution des États au financement de la CAC. Arrêter à 12 mois au maximum la période transitoire du personnel actuellement au poste au secrétariat général de la CAC à partir de l'entrée en fonction de la Commission. Instruit le Conseil des ministres à poursuivre l'examen de la grille de rémunération de base du personnel de la communauté en vue de vérifier sa soutenabilité financière et sa conformité avec le statut du personnel adopté le 18 décembre 2019.
instruit le président de la commission de la CAC de poursuivre la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de la CAC en accélérant la mise en place des autres institutions de la communauté prévues par le traité révisé, la révision des textes fondamentaux restants et l'élaboration des textes d'application nécessaires. La conférence a félicité chaleureusement Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, pour avoir conduit avec succès la réforme institutionnelle de la CAC. La conférence a également félicité et remercié l'ambassadeur Ahmad Alami, secrétaire général de la CAC, et toute son équipe pour leur importante contribution à la réussite de la réforme institutionnelle de la CAC. Au titre des mesures individuelles, la conférence a décidé de nommer les personnes ci-après au poste de président, vice-président et commissaire de la commission de la CAC. Président de la commission de la CAC, M. Gilberto da Piedade Verissimo, République d'Angola. Vice-président de la commission de la CAC, Madame Tachiundu Belop Françoise Francesca, République de Guinée équatoriale. Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CAC, a désigné République du Tchad. Commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la commission de la CAC, M. Kanimimba François, République du Rwanda. Commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la communauté de la CAC, M. Tabuna Honoré, République du Congo. Commissaire à l'aménagement du territoire et international de la commission de la CAC, Madame Ngakono Marie-Thérèse Chantal, épouse Mfula Eidjomo, République du Cameroun. Commissaire à la promotion du genre, développement humain et social de la commission de la CAC, a désigné République démocratique du Congo. La conférence a félicité les personnalités nommées et décidé de leur entrée en fonction après leur prestation de serment devant le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Libreville. Dès l'entrée en vigueur du traité révisé, le secrétaire général assure l'expédition des affaires courantes en attendant l'entrée en fonction de la commission. Autre question. La conférence a décidé d'apporter son soutien à la République du Rwanda en faveur de la candidature du docteur Emmanuel Ujurashibuja au poste de juge à la Cour internationale de justice. Motion de remerciement. La conférence a adressé une motion de remerciement au président de la République et au gouvernement de la République gabonaise. Décision. La conférence a adopté, sur proposition du Conseil des ministres, les décisions ci-après. Décision numéro 1, fixant et organisant la période transitoire du personnel du secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision numéro 2, portant adoption de la stratégie de prévention et de lutte contre le terrorisme en Afrique centrale. Décision numéro 3, portant création de l'Académie régionale d'aviation civile en Afrique centrale. Décision numéro 4, portant adoption du statut de l'Académie régionale d'aviation civile en Afrique centrale. Décision numéro 5, portant adoption du plan d'action régional de réduction des émissions de CO2 issues de l'aviation internationale en Afrique centrale.
Décision numéro 6 portant adoption de la Convention pour la prévention et la résolution pacifique des conflits liés à la gestion des ressources en eau partagées de l'Afrique centrale. Décision numéro 7 portant adoption des lois types relatives aux télécommunications, technologies de l'information et de la communication TIC, à la cybersécurité et du cadre réglementaire d'interconnexion transfrontalière des États membres de la CEAC. Décision numéro 8 portant adoption du plan d'action consensuel de déploiement des infrastructures de communication électronique de l'Afrique centrale, PACIDIS-AC, du cadre institutionnel de sa mise en œuvre et du projet de renforcement des capacités en élaboration des projets. Décision numéro 9 portant adoption de la politique genre de la CAC et son plan d'action. Décision numéro 10 portant adoption du plan d'action régional de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies et connexe sur les femmes, paix et sécurité. Décision numéro 11 portant adoption de la stratégie régionale de la Communauté des États de l'Afrique centrale de riposte à la Covid-19. Décision numéro 12 portant adoption de la déclaration de Brazzaville sur la mise en œuvre du programme Organisation de l'aviation civile internationale, OSCI, d'identification des voyageurs, TRIP. Date et lieu de la prochaine session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté a décidé de tenir sa 18e session ordinaire en novembre 2020 à Libreville, en République gabonaise. À cette occasion, la présidence en exercice de la conférence sera transmise à la République du Congo conformément aux dispositions pertinentes du traité révisé. Clôture, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a félicité les ministres, le secrétaire général et son équipe, ainsi que tous les experts des États membres qui ont travaillé avec responsabilité et dévouement pour la réussite de leur mission. La conférence a également félicité le secrétaire général, ses adjoints et le personnel arrivé en fin de mission et les a remerciés pour les services rendus à la communauté. Les chefs d'État et de gouvernement ont adressé leurs sincères remerciements aux plus hautes autorités et au gouvernement de la République gabonaise pour toutes les dispositions prises en vue de la tenue effective de la session ordinaire de la conférence. Fait à Libreville, le 30 juillet 2020, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la CEAC. Je vous remercie. Merci, un peu plus long, mais nécessaire. C'était son Excellence Ahmad Ali Mé, secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et il donnait la lecture du communiqué final des travaux de la 17e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Alors, Zachary Roger Mbarga, avant d'aller en direct au Gabon, l'une des réformes quand même, c'est l'instauration de la commission avec un vice-président et un président et un vice-président. Un commentaire. Je salue du point de vue du principe, je salue cette évolution simplement parce qu'on aura là un gouvernement communautaire, c'est-à-dire des personnes en charge d'animer des portefeuilles sectoriels. Avec à leur disposition une équipe d'experts,
chargé au quotidien de suivre ces questions, de les définir et de les implémenter. C'est ce que j'ai appelé dans un avis à vos confrères d'Africa 24, l'unicité du management. C'est-à-dire qu'avec un président, on a une personne responsabilisée qui va, n'est-ce pas, dans le sens d'un processus collégial, diriger avec ses collègues le processus d'intégration. Et cette unicité-là se constate de manière ascendante dans la responsabilité de la commission du point de vue des instances statutaires telles que le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État, mais aussi de manière descendante dans le sens de l'application vis-à-vis des éléments constitutifs que sont les États. C'est-à-dire, lorsqu'un projet intégrateur passe par un État membre, il faut avoir la coopération et la participation effective de cet État dans les différents segments qui interpellent ou qui rentrent en compte dans la mise en œuvre de ce projet intégrateur. Très bien. Alors, Fabrice Némi-Némi, vous avez suivi une Camerounaise entre donc dans les commissions de la CEAC. Oui, une Camerounaise entre dans les commissions de la CEAC, notamment celle chargée de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Ce poste a été attribué au Cameroun. C'est une bravo, du moins c'est une réussite pour la diplomatie camerounaise. Et le commentaire que nous pouvons ajouter à cette actualité est que lorsqu'on observe les différents commissaires ou bien les différents pays qui ont la lourde responsabilité d'animer l'intégration régionale, ou bien les différentes politiques, ou bien les différents champs de l'intégration en CAC, on se rend bien compte que ce sont des pays qui se sont distingués dans ces différents secteurs. On a observé que le Tchad, en tant que gendarme de la sous-région, a occupé le secteur relatif aux affaires politiques, paix et sécurité. Le Rwanda, qui est le grand acteur sur le plan continental et même régional en matière d'économie, a occupé le portefeuille le plus lourd et le plus large en ce qui concerne les affaires économiques, le marché commun, les affaires monétaires et financières. Quant aux autres commissions, notamment celles relatives à l'environnement, ressources naturelles, on se rend bien compte que c'est le Congo qui a eu à bénéficier de ce secteur. Et pour ce qui est la dernière commission, notamment la promotion genre et le développement social, c'est la RDC qui a bénéficié de cette lourde responsabilité. On se rend bien compte que ces 5 commissions ont été attribuées aux 5 pays de la CAC qui se sont distingués de manière respective ou bien qui pourront faire valoir leur savoir-faire dans ces différents champs de secteurs de l'intégration régionale en Afrique centrale. Très bien. Alors, Fabrice Némi-Némi, on va directement au Gabon, où nous attend en ligne Marie-Thérèse Chantal Ngakono. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, Marie-Thérèse Chantal Ngakono, épouse Mfoulaye Djomo, est diplomate, ministre plénipotentiaire, ancienne chef service des affaires politiques et juridiques à la direction des Nations Unies au ministère des Relations extérieures, ancienne sous-directeur également de l'Union africaine dans le même ministère, puis directeur des affaires d'Afrique avant de rejoindre la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2015 comme conseillère politique et diplomatique du secrétaire général d'abord, ensuite secrétaire général adjoint chargé de l'intégration physique, économique et monétaire, poste que vous avez occupé jusqu'à votre récente désignation comme commissaire de la CEAC en charge de l'aménagement du territoire et infrastructure. Comment vous sentez-vous depuis le Gabon où vous êtes en direct de regard sur la diplomatie? Oui, c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que le processus a été concurrentiel
il fallait confronter les candidatures de chaque pays à celles des 11 autres États. Et au final, lorsque je suis désignée par 11 chefs d'État, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction, de fierté, et je me sens vraiment comblée et je rends grâce au Seigneur. J'exprime ma déférente gratitude à son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui a bien voulu présenter ma candidature à ce poste. Et je remercie tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à l'aboutissement heureux de cette candidature. Et je promets de tout mettre en œuvre, de ne ménager aucun effort pour mériter la confiance qui a été placée en ma personne. Alors, pensez-vous que c'est une autre victoire de la diplomatie camerounaise? Oui, c'est une victoire de la diplomatie camerounaise, puisqu'il n'y avait que 7 postes pour 11 États. Il fallait se battre. Et c'est pour cela que je disais tout tantôt que c'était un processus concurrentiel. Il fallait se démarquer. Les autres États n'ont pas démérité, mais le Cameroun est sorti victorieux à un poste parmi les 7 de ce premier gouvernement de la CAC réformé. Donc c'est une victoire diplomatique et je suis vraiment satisfaite. Ce n'était pas évident dès le départ. Alors, très bien, Madame Foula, en quoi consiste véritablement votre poste? Ou mieux, quels sont les défis qui sont les vôtres? Vous savez que la sous-région Afrique centrale est celle qui connaît un déficit en matière d'infrastructure, que ce soit les routes, les voies ferrées, les ponts. Et nous travaillons sur la base de la plateforme qu'est le plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, de même que qui a été adopté par les chefs d'État en 2004, de même que sur le programme de développement des infrastructures en Afrique, adopté au niveau de l'Union africaine en 2012. Il s'agit donc de relier les capitales en comblant les chaînons manquants de la transafricaine qui doit aller du Cap au Caire. Et là, pour ce qui est de l'Afrique centrale, nous avons beaucoup de projets. Nous commençons à les réaliser après des études. Et la CEAC s'occupe non seulement de la coordination générale, mais également de l'exécution des études avec l'appui des partenaires tels que la BAD, qui est le chef de file en matière d'infrastructure désigné par l'Union africaine. Nous avons plusieurs projets. Je citerai par exemple le pont entre le Cameroun et la Guinée équatoriale au niveau de Campo à Bata, et puis la sécurité routière qui doit suivre sur ce corridor entre Yaoundé, Libreville, Bata, de même que nous avons le grand projet Pont-Route-Rail entre le Kinshasa et Brazzaville, et le prolongement du chemin de fer entre Kinshasa et Ilogo. Et nous avons également un autre grand projet qu'on appelle C13, Corridor de développement 13, qui partirait donc de Wesso au Congo, Bangui, RCA, N'Djamena, et au Tchad, avec la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents, Ubangui et Sanga. De même que nous avons un projet de route Wesso-Samelima. Nous avons déjà la partie Congo qui a été bitumée entièrement et inaugurée par le chef de l'État, et le Cameroun s'est proposé d'achever la partie camerounaise d'ici la fin 2020. Et la CAC a construit donc à ce niveau le premier poste de contrôle unique frontalier pour faciliter les échanges et le transport. Et j'ai personnellement réceptionné ce poste en 2018. Il s'agit maintenant d'entamer la phase 2 avec les aménagements de voirie, avec l'opérationnalisation du poste qu'on doit équiper, de même que l'harmonisation des procédures douanières. Nous avons également en cours de lancement les études sur le pont sur Bangui, entre Bangui
et Zongo en RDC, et puis l'aménagement de ce corridor entre Zongo, Kisangani jusqu'à Bujumbura au Burundi, et la bretelle de Kisangani à Kampala. On est déjà là en RDC, c'est une transafricaine. Nous avons également un projet de lancer des études dans le domaine ferroviaire, puisque nous n'avons pas beaucoup de lignes de chemin de fer. De même qu'avec la BAD, nous proposons de faire des transports, non pas seulement les infrastructures de transport qui serviraient uniquement pour les marchandises, mais également des corridors de développement. Et là, l'aménagement du territoire intervient puisqu'il y aura des zones économiques, des pôles économiques. Et dans ce portefeuille, j'ai également les TIC. Vous savez l'importance des TIC. Si on ne les avait pas en cette période de crise sanitaire, on n'aurait pas travaillé avec les visioconférences que nous avons maintenant. Donc, nous avons un plan consensuel de déploiement des infrastructures électroniques. J'ai également dans ce portefeuille tout ce qui est énergie. Il y a des barrages hydroélectriques. Nous avons organisé une table ronde à Bruxelles il y a 2 ans. Il va falloir suivre les manifestations d'intention de telle sorte que on puisse réaliser tous ces grands projets de barrages qui ont été placés dans ce portefeuille. Et c'est vous dire que les infrastructures constituent le cœur même de l'intégration, qui servent de piliers pour qu'on ait l'intégration économique et commerciale. Et c'était l'une des directions dans l'ancienne configuration du département de l'intégration physique, économique et monétaire, mais c'était assez lourd et les chefs d'État ont estimé qu'il fallait se concentrer vraiment au niveau de ce secteur et mettre toute l'énergie, sinon on serait toujours en retard alors que les infrastructures sont ce qu'il faut absolument développer, puisque pour ce qui est de l'industrialisation, l'agro-industrie, il faut de l'énergie. Si nous n'avons pas suffisamment d'électricité, d'énergie, les entreprises ne peuvent pas se développer. Donc le secteur est vaste, il est prioritaire et je m'engage à faire de mon mieux puisque je suis en terrain connu. Voilà. Alors, croyez-vous qu'avec la nouvelle réforme, madame, en cours déjà, la CEAC va finalement décoller comme une véritable communauté économique régionale? Oui, la CEAC, les chefs d'État ont estimé qu'il fallait réformer. Les textes révisés ont été adoptés dans les secteurs prioritaires de cette CEAC et nous devons nous arrimer au processus en cours au niveau de l'Union africaine qui est l'institution fêtière. Et avec tout ce qui est fait, des hommes nouveaux et l'engagement des uns et des autres, il faut des résultats non seulement dans les 5 ans qui suivent ou pendant notre mandat, mais par la suite également voir que nous sommes sur le bon chemin, que nous rattrapons progressivement les retards que nous avons accusés. Marie-Thérèse Chantal Ngakono, épouse Mfoula Djomo, merci, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, regard sur la diplomatie va tout simplement vous souhaiter, vous dire ces félicitations pour vos nouvelles fonctions et surtout aussi beaucoup de courage pour cet agenda hyper chargé. Je vous remercie. Alors, c'était là au téléphone, Madame Marie-Thérèse Chantal Ngakono, épouse Mfoula Djomo. C'est elle, le nouveau commissaire ou la nouvelle commissaire, comme vous voulez, de la CEAC, en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Alors, Fabrice Néménémi, vous l'avez écouté, on ne va pas revenir sur tout ce qu'elle a dit. Elle a quand même mentionné que c'était une victoire diplomatique pour le Cameroun, qui figure quand même dans les 7 postes de commissaire que devraient partager les 11 pays.
pays. Mais aujourd'hui, il y a d'autres défis qui interpellent la CEAC. Il y a par exemple cette problématique de la grille salariale. Ça fait débat au sein du Conseil des ministres. Plusieurs ministres ont estimé que la grille salariale qui avait été proposée soit, ou ça rime quand même aux réalités de chaque pays, et que les ministres continuent à travailler pour sa soutenabilité. Et c'est un problème quand même à prendre au sérieux, cette grille salariale pour la nouvelle configuration du gouvernement communautaire. Oui, c'est un problème de réel, d'autant plus que le personnel de la CAC aura un statut particulier lié aux fonctions diplomatiques. Et donc il est question pour ces différents acteurs qui auront la lourde charge de faire fonctionner la CAC, d'avoir du moins une prise en compte salariale équivalente à non seulement à la lourde responsabilité, mais également au pouvoir d'achat du pays dans lequel ils exercent la fonction. Mais le principal problème, ou bien la principale difficulté qui peut exister à ce problème est tout simplement le financement de la CAC, parce que du moins leurs différents salaires doivent répondre à la capacité de financement de la CAC. À l'observation actuelle, on se rend bien compte que les États membres de la CAC ont du mal à financer cette organisation en répondant à leurs différentes contributions communautaires, notamment la taxe communautaire d'intégration, qui sera la principale source de financement interne de la CAC, même s'il existe également de ressources externes. Donc ça sera la principale difficulté au vu de l'enjeu qu'aura maintenant la nouvelle commission, des enjeux financiers qu'aura la nouvelle commission. Donc il est question pour la CAC de prendre en compte tous ces différents paramètres pour faire en sorte que la CAC ne puisse plus revivre les différentes difficultés financières auxquelles elle a eu à vivre par le passé. Donc il faudra tout simplement que un arrangement puisse être fait entre le personnel et la commission, la nouvelle commission en place, pour faire en sorte que les querelles de ce genre ne puissent plus exister. Alors, Zachary Roger Mbarga. Oui, Zachary Roger Mbarga, vous êtes là. On parlait là de cette problématique qui existe au niveau déjà de l'arrimage, de la grille salariale aux réalités des pays pour sa soutenabilité. Mais aussi, il y a la problématique de la contribution au financement de la CEAC aujourd'hui. Oui, effectivement, je pense que la rigueur budgétaire qui est introduite par la rareté des ressources, ou alors le niveau modique de la ressource à la disposition de la CEAC induit ou alors implique que les dirigeants soient davantage rationnels dans la dépense. C'est un principe budgétaire que tout manager, tout gestionnaire public devrait appliquer. Même le simple citoyen est un agent économique qui est rationnel entre la qualité du prix et le niveau de sa bourse, ou alors le niveau de son budget individuel. Ainsi, les prétentions salariales des fonctionnaires internationaux, puisque le personnel de la CEAC est arrimé au rang de fonctionnaire international, ne devrait pas être arrimé de manière mécanique sur la pratique qui a cours dans les organisations internationales, mais davantage à la disponibilisation des ressources telles qu'elle est observée dans les caisses de la CEAC. Et c'est ce que le Conseil des ministres a jugé nécessaire, bien évidemment. Effectivement, c'est pourquoi j'estime que c'est une très bonne orientation managériale. Il le fallait, il en était temps. Donc, rendez-vous compte, M. Yves Modeste Ngué, que les projets
phares qui peuvent être retenus dans le bilan de la CEAC ont davantage été financés par les partenaires. Vous vous rappelez les critiques que nous avons souvent eu à faire à l'endroit de nos États membres sur l'endettement, sur la qualité de la dépense, l'efficacité de la dépense et sur la qualité du financement même qui est accordé au projet. Effectivement, c'est dans ce sens que l'évolution à la CEAC est à apprécier. Et il faudrait continuer dans ce sens. Je disais donc, l'essentiel des projets étaient financés par... Oui, Zachary, mais qu'est-ce qui... le PASIC, l'Union européenne, oui. Qu'est-ce qui bloque donc la contribution quand même des États membres? La contribution des États membres, vous savez, c'est un problème, je vais dire, général. Les États connaissent ce qu'au niveau de la CEMAC, nous avons identifié comme étant des tensions entre les trésoreries nationales et les comptes bancaires, les différents comptes bancaires identifiés par la Commission comme étant ceux dans lesquels on devrait reverser le fruit de la taxe qui finance l'intégration régionale. Pour être plus précis, le financement de l'intégration en Afrique, que ce soit à l'Union africaine, à la CEAC ou à la CEMAC, est un prélèvement qui est fait sur les importations. C'est-à-dire ce n'est pas un effort des États. Un opérateur économique importe depuis l'extérieur, eh bien, il paye 1% de la valeur du produit importé qui est renvoyé dans la taxe, qui est affecté pour le financement de la communauté. C'est le cas, par exemple, à la CEMAC. Mais au niveau de la CEAC, c'est le Conseil des ministres qui doit fixer le niveau du prélèvement. À l'Union africaine, on a dit 0,2%. Dans la CEMAC, on a dit 1%, mais le même mécanisme est retenu pour la CEAC, mais le niveau sera fixé par le Conseil des ministres. D'accord. Alors, le problème de fond, si vous me permettez, le problème de fond, c'est que lorsque cet argent est collecté, le fruit de ce prélèvement, lorsqu'il est collecté, il ne va pas directement dans les caisses des organisations d'intégration. Il va d'abord au niveau du Trésor national, qui maintenant, en fonction de ce qui peut identifier comme des priorités, peut affecter pas la totalité, mais une partie dans les caisses des organisations d'intégration. Voilà donc ce qu'on appelle la concurrence entre le Trésor national et les organisations d'intégration. Voilà pourquoi au niveau de la CEMAC, il y a eu la mise sur pied d'une brigade mixte pour aller collecter de manière rapide et directe cette taxe. Et peut-être au niveau de la CEAC, c'est ce qu'il faudrait faire. Sinon, en fin de compte, lorsqu'on arrive dans des conditions où, après la crise pétrolière, la crise sécuritaire, la crise humanitaire, il y a la crise sanitaire qui entraîne également une crise de sécurité, une crise pétrolière ou alors des matières premières, il est difficile pour les États de penser, il est difficile pour les États de souscrire une partie de la ressource pour prendre en compte les priorités nationales pour affecter à la CEAC. Voilà donc un problème de fond qu'il faut prendre à bras le corps. Fabrice Némi, il y a aussi la gestion du personnel en poste. Déjà, c'est vrai qu'on parle de 12 mois de transition dès l'entrée en fonction de la commission. Oui, le statut du personnel de la CEAC était l'un des chantiers majeurs de la réforme de la CEAC. À l'observation, on se rend compte que la CEAC avait un personnel chiffré à peu près à une centaine, 110, 115 par là. Avec l'actuelle réforme, la commission devra tout simplement se charger de répartir les différentes candidatures des États membres. On fait état de ce que chaque État membre aura 3 candidatures désormais aux différents postes de responsabilité de la CEAC. Donc ce statut doit prendre en compte non seulement le besoin en matière de ressources humaines et également la qualité des différents agents qui seront affectés à la CEAC. Donc désormais on observera l'implication de la quasi-totalité, sinon des 11 États membres de la CEAC dans les différents postes de répartition de la CEAC. Donc on aura plus certains États qui seront délaissés en matière de personnel
dans la CAC. Donc, voilà une réforme qui est à saluer au regard des enjeux qu'on observe dans la plupart des temps dans la conquête des postes dans les organisations internationales. Donc c'est déjà salutaire pour la CAC à ce niveau-là. Et Zachary Roger, il y a également la ratification du traité révisé signé le 18 décembre 2019 à Libreville. Aujourd'hui, 8 pays seulement sur 11 l'ont ratifié. C'est quoi le problème pour les autres? Le problème peut-être est à identifier au niveau de la priorité nationale. C'est-à-dire qu'on peut se dire que ces États-là n'ont pas encore identifié l'intérêt qu'ils auraient Est-ce qu'on doit encore parler de l'intérêt aujourd'hui au sein de la CAC, tel que c'est parti là? Mais bien sûr, Yves Modeste, on peut encore aujourd'hui parler de l'intérêt. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, l'intérêt que nous, à notre niveau, nous pouvons vulgariser comme étant les gains d'efficience du point de vue économique, sécuritaire, social, etc. Pour un État, les intérêts peuvent être divergents. Je vais vous parler d'un exemple. Lorsque vous voyez le Rwanda aujourd'hui, moi qui ai eu la chance d'échanger avec le commissaire rwandais François Kanimba sur la chaîne publique rwandaise, et ce qui a été au Parlement du Rwanda, c'est qu'aujourd'hui, Air Rwanda sera positionné comme la compagnie aérienne, comme un atout, c'est-à-dire la compagnie aérienne qui va proposer des vols régionaux en Afrique centrale. Vous savez qu'en Afrique centrale, il n'y a aucune compagnie qui propose des vols régionaux. C'est une réalité. Voilà. Il faudrait que Ethiopian Airlines vous prenne au Cameroun, fasse escale au Gabon, puis fasse escale au Burundi, et puis vous amène au Maroc, etc. Donc aujourd'hui, l'intérêt du Rwanda, c'est d'installer Air Rwanda comme étant la compagnie aérienne sur un marché de près de 200 millions d'habitants. C'est un exemple. Deuxième chose intéressante, c'est qu'un pays comme l'Angola, qui n'est pas suffisamment diversifié, voudrait maintenant bénéficier de l'industrie plus ou moins diversifiée du Cameroun, l'industrie plus ou moins diversifiée de la RDC et des produits intermédiaires pour son industrialisation qu'elle peut puiser, par exemple, à Sao Tomé et Principe. Donc, ces intérêts, il faudrait que certains pays puissent, n'est-ce pas, les identifier. Ça, c'est une chose. Autre chose, comme je l'ai dit, c'est par exemple sur la question du financement. Un pays peut juger que il a réservé pour les organisations internationales un certain montant en termes de financement. Mais aujourd'hui, une certaine organisation connaît je ne sais pas si je vais dire une inflation institutionnelle et qui va demander encore plus d'infini. Zachary? Alors Zachary, la connexion, il va nous revenir certainement. Fabrice Nemi, avant que Zachary nous revienne tout à l'heure, il y a également l'ensemble des réformes aujourd'hui au sein de la CAC, ou bien même avant d'évoquer l'ensemble, il y a sur cette question de la ratification, qu'est-ce que le traité apporte de nouveau dans le processus aujourd'hui en cours au sein de la CAC? Le traité réformé. Le traité réformé apporte un visage nouveau sur le plan des politiques d'intégration régionale en Afrique centrale, précisément dans la CAC, dans le sens que on aura désormais l'implication des différents acteurs, des différents États membres de cette organisation dans les différents secteurs d'activité de la régionalisation dans cette région. Précisément sur les différents secteurs d'activité de cette intégration régionale. Raison pour laquelle on a observé donc que le traité révisé de la CAC voudrait tout simplement redynamiser le processus d'intégration en Afrique centrale, dans le sens que on aura non seulement l'insertion, d'abord une réforme organique et normative de la CAC, et ensuite l'insertion du Conseil de paix et de sécurité et du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale comme un organe ou bien comme une institution de la CAC, compte tenu des enjeux sécuritaires qu'on a toujours eu à observer dans cette partie du continent. Et pour le préciser, il faut tout simplement que les différents États membres de cette organisation s'attellent à ce que les défis sécuritaires
qu'on observe dans la plupart du temps en Afrique centrale ne soit pas parfois délaissé à la gestion de d'autres acteurs de la scène continentale, raison pour laquelle il est question de prendre en compte tous les facteurs ou bien toutes les difficultés auxquelles les différents États membres de cette organisation sont confrontés pour pouvoir davantage faire vivre le processus d'intégration dans cette sous-région. Et l'ensemble de réformes aujourd'hui à la communauté apporte quoi de nouveau? Elle apporte de nouveau que sur le plan de la forme, on passe du secrétariat à une commission, c'est-à-dire un gouvernement communautaire comme c'est la même chose qu'on va revivre. C'est pas la même chose sur le plan du fond. C'est pas la même chose sur le plan du fond, tout simplement parce que cette commission-là aura désormais un mandat de 5 ans. C'est-à-dire elle sera rotative. Et la répartition des commissions en fonction des priorités de cette organisation est à saluer, compte tenu du fait que par le passé, on observait un peu des politiques communautaires qui étaient un peu parfois implémentées de manière désordonnée. Or, avec dans le rangement, bien l'ajustement qu'on observe aujourd'hui avec les 5 commissions mises en place, on observe tout simplement qu'il y a un visage nouveau sur la scène des politiques régionales dans la CAC. Donc il faudra tout simplement laisser le temps à la commission afin de faire valoir ce qu'elle est capable de faire. Justement, le nouveau président de la commission, c'est un Angolais. Et quand on a suivi tout à l'heure les résolutions ou les décisions prises à l'issue de la 17e session de la conférence dont des chefs d'État et de gouvernement, il lui revient de poursuivre la mission ou le travail de réforme. Qu'est-ce qui manque? Quelles devraient être aujourd'hui les priorités du nouveau président de la commission? Les priorités sont les suivantes. D'abord, s'assurer que tous les 5 grands points de l'ajustement, bien de la réforme de la CAC sont implémentés sur le terrain, c'est-à-dire avec la mise en place de la commission qui devra prêter serment dans les mois à venir, le statut du personnel qui doit être réglé le plus tôt possible, la mise en place ou bien l'implémentation du règlement financier de la CAC, notamment avec la mise en œuvre de la contribution communautaire d'intégration, et enfin l'insertion du COPAS comme cadre organique ou bien institutionnel de la CAC. Donc voilà le principal défi auquel sera confronté le nouveau commissaire de la CAC en la personne de Verismo, qui aura la lourde responsabilité de pouvoir diriger son équipe et lui les politiques communautaires de cette organisation sous-régionale. Mais il y a d'autres enjeux majeurs à relever, notamment l'existence des communautés, du moins c'est des organisations régionales connexes, parce que le principal défi... Est-ce que ça va constituer un problème? Ça va constituer un problème. Ça va constituer un problème parce que le principal enjeu de cette réforme, comme nous avons eu à le préciser dès l'entame de nos propos, est que la multi-appartenance des États à diverses organisations rendait fragile le fonctionnement de la CAC. Avec maintenant l'ajustement qu'on observe à travers la réforme qui est mise en place, il est donc question dans un objectif à long terme de faire en sorte que ça soit la CEMAC, la conférence des États des pays des Grands Lacs, doivent être du moins anéantis, doivent être absorbés par la réforme actuelle de la CAC. Autrement dit, ce sont des organisations qui, en principe, sont appelées à disparaître. Compte tenu du fait que l'Union africaine a toujours eu à marteler le fait que la CAC ou bien les différents États membres de l'Afrique centrale devaient rationaliser les communautés, les serres. Donc, la CAC, qui est reconnue comme la principale organisation régionale ou bien la communauté économique régionale à l'Afrique centrale, doit tout simplement prendre en compte tous les problèmes de régionalisation de cette partie de l'Afrique. Raison pour laquelle, que ce soit la CEMAC ou bien la conférence des États des pays des Grands Lacs, ce sont des organisations qui
dans le futur devrait disparaître. Mais il sera très difficile de les faire disparaître de cette façon. Et il y a eu Fabrice Nemi, l'émission qui court à sa fin, il y a eu, la conférence a adopté 12 décisions. Et quelles sont aujourd'hui les facultés des États à les implémenter, les 12 décisions? Parmi ces 12 décisions, les facultés des États à les implémenter. Vous voyez une synergie, par exemple? Il y aura d'abord une synergie dans le sens que le Rwanda qui pilote le secteur de la zone de libre-échange sous-régionale, pour faire court, devra tout simplement inciter les autres États à s'arrimer dans un sens de marché commun sous-régional au regard de l'enjeu continental qu'est la zone de libre-échange continentale africaine. Donc voilà un principal défi auquel les États de la CAC devraient relever. Donc voilà une convergence qu'on observe déjà à ce niveau-là. Mais il y a qu'une autre difficulté, la difficulté monétaire, compte tenu du fait que la CAC qui a d'une part les États de la CEMAC qui ont une monnaie commune et d'autres États qui ont leur monnaie respective. Donc voilà une autre difficulté à laquelle la Commission ou bien la CAC devra résoudre, compte tenu du fait que les politiques monétaires et financières doivent être résolues sur la base commune pour faire en sorte que tous les facteurs de production dans cette sous-région doivent être pris en compte. Alors aujourd'hui, la dernière question que je vais vous poser, la CEAC est-elle sur une bonne voie? La CEAC est sur une bonne voie. Mais beaucoup de choses ou bien beaucoup de défis restent encore à relever, notamment le défi financier avec le financement des différents États membres. D'autres défis également la concurrence des organisations qu'on observe dans la sous-région et enfin la volonté politique des leaders. Donc voilà à peu près les différents défis que la CAC devrait relever compte tenu du fait que son ajustement structurel, sa réforme est en train de la mettre sur la bonne voie en matière de régionalisation en Afrique centrale. Très bien, on retient donc que la 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement est prévue en novembre 2020 à Libreville, au Gabon. On retient aussi que l'ensemble des réformes devraient prendre corps, vous l'avez suivi, ce mois d'août, et que la présidente tournante passera au Congo après le Gabon au mois de novembre prochain. Regard sur la diplomatie. C'est terminé pour ce soir. Ulrich Kemwe a assuré la régie d'antenne, également la caméra vidéo. Carole Prudence-Sientu, coordination à la régie d'antenne, coordination éditoriale. Bertrand Ouna, coordination centrale, Roger Kiek. Supervision générale, révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Yves Modeste Ngué à la présentation. Mesdames, Messieurs, regard sur la diplomatie. On se retrouve la semaine prochaine lorsqu'il sera jeudi également. Même heure à partir de 18h30. Espace pour la rediffusion. 1h, 3h tout à l'heure. Et vous pourrez suivre à nouveau l'émission sur ses pages Facebook et YouTube à l'adresse Regard sur la diplomatie. Jean-Jacques Foucault s'installe à partir de 21h pour le point littéraire. Bonsoir à tous et à jeudi prochain. Oh, it's a long way down. Royal FM 88.4. Vous êtes sur Royal FM. Royal FM 88.4. La radio des auditeurs.